on passe à l'étape suivante. Ça devient plus concret. Venez avec nous dans l'écran noir. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on vous a présenté notre projet de gestion de restaurant. Aujourd'hui, on passe à l'étape suivante. Et là, ça devient plus concret. Alors, on va mettre en place la configuration de Hibernate, couche DAO pour gérer l'accès à la base de données. On va aussi entamer la couche service pour organiser notre logique métier. Sans plus tarder, venez avec nous dans l'écran noir. Bienvenue dans notre écran noir. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter la feuille de route pour la deuxième étape de notre projet gestion des restaurants développé avec JavaFX et MySQL. Nous allons aborder plusieurs points tels que création des entités, configuration de Hibernate, mais sans XML, amélioration possible en vue de la séparation des responsabilités, implémentation des couches DAO. Nous allons même entamer l'implémentation des classes pour la couche service. Pour commencer, nous allons créer les entités en nous basant sur le script SQL que nous avons précédemment importé dans PHPMyAdmin. Nous débuterons par la table restaurant qui servira de point de départ pour l'organisation de notre base de données. Alors, commençons par la base. On va d'abord créer une nouvelle classe restaurant dans le package adéquat. Elle doit être annotée avec la notation @entity pour indiquer à Hibernate que c'est une entité mappée à une table de la base de données. Ok, donc on commence par définir la classe avec l'annotation @entity et @table, c'est ça? Exactement. Et comme la table s'appelle restaurant, on peut ajouter la notation @table pour préciser le nom de la table, bien que ce soit optionnel si le nom de la classe est identique à celui de la table. D'accord, je vois. Et maintenant, on va ajouter les attributs qui correspondent aux colonnes de la table, non? Oui, tout à fait. On va commencer avec l'ID, la clé primaire. On va l'annoter avec la notation @id et aussi préciser si sa valeur est auto-générée en utilisant la notation @generated_value. D'accord. Avant de commencer à coder, il est important d'adopter des conventions de nommage claires pour garantir la lisibilité et la cohérence du code. Voici les règles que nous allons suivre. Les classes seront nommées en fonction de leur couche, avec une terminaison spécifique. Les classes d'entité, par exemple, auront la terminaison entity. Les contrôleurs auront contrôleur, et ainsi de suite. Cela permet d'identifier immédiatement le rôle et la responsabilité d'une classe dans l'architecture du projet. De plus, les interfaces commenceront par I, par exemple, I restaurant. Les énumérations par E, par exemple, I client priority. Et les classes qui implémentent des interfaces auront le suffixe impl, IMPL. Par exemple, restaurant service impl. Ces conventions visent à rendre le code plus cohérent, facile à comprendre et à maintenir, en facilitant la navigation et en réduisant la confusion. Alors, tout de suite, créons notre première entité. C'est l'entité restaurant, d'accord? Ok, oui. On va dans la couche entities, on fait new Java class, Ok. restaurant, entity. Ok, parfait. Là maintenant, on a une classe Java. On va indiquer que c'est une entité. Parfait. Ok. Ça correspond à quelle table de la base de données? Donc, il y a aussi la notation @table. Name, c'est restaurant. Ça, c'est parfait. Et notre table a un identifiant. On indique bien que c'est un ID avec la notation ID. Et puis, on va indiquer generated value. D'accord? C'est une valeur qui est générée. Oui. Et puis, on va dire quelle stratégie qu'on utilise. Ok, ça c'est clair. Et pour les champs honneur qui est une chaîne de caractères, il n'y a rien de spécial à faire si ce n'est annoté avec @column? Oui, exactement. Par défaut, on va annoter honor avec @colonne nullable false pour lui indiquer que ce champ ne peut pas être nul dans la base de données.
Et on va faire pareil pour le champ name. Private string honor. On a dit que c'est une colonne grâce à la notation colonne. Et est-ce que le honor peut être nul? Nullable false. Bien. On va faire la même chose pour le nom du restaurant. Les deux ne peuvent pas être nuls. Nullable false. Bien compris. Et pour le champ identifier, comme il est unique, on doit ajouter la notation @column unique égale true. C'est ça. On doit spécifier qu'il est unique dans la base de données avec @column unique égale true. Parfait. Et maintenant, pour la colonne description qui est de type texte, on peut la déclarer simplement comme une string en Java, non? Oui, c'est exactement ça. Hibernate gère automatiquement les types texte. On peut juste la déclarer comme une string et utiliser la notation @column definition égale texte pour indiquer à Hibernate que c'est un type de texte long. Et pour l'adresse qui peut être nulle, on la déclare comme une string, non? Mais sans spécifier nullable égale false. On peut laisser nullable égale true par défaut, car c'est une colonne qui peut être vide. OK? D'accord. Et pour la date de création, comme c'est un datetime, on la déclare en local datetime. En Java, c'est bien ça? C'est exactement ça. On va utiliser local datetime qui vient du package java.util qu'on a déjà vu dans notre série précédente, Java facile pour tous. À travers la vidéo Dites adieu à date et calendar, découvrez l'API java.time pour gérer les dates en Java. Je vous invite à aller regarder cette vidéo si vous ne comprenez pas encore comment gérer les dates en Java. Private, on va mettre un local datetime. Oui. Creation date. Et là, on indique encore que c'est une colonne. Mais on va indiquer quelque chose à Hibernate. C'est une colonne en fait que on n'a pas besoin d'insérer parce que MySQL gère déjà ce côté-là. Donc si tu regardes bien la creation date, par défaut, on a qu'un timestamp. Donc du coup, on n'a qu'à dire à Hibernate, voilà ce que tu fais. Et iterable false, updatable, est-ce qu'on va permettre à l'application de modifier cette date? Non. Non. Une fois créée, la date de création, ça reste inchangé. Donc, updatable false. OK? D'accord. Bien, ça c'est parfait. Alors, maintenant qu'on a fini de renseigner nos attributs, ce que nous allons faire, nous allons créer en fait des constructeurs, des getters et des setters. Du coup, nous allons utiliser l'outil de VS Code qui nous permet tout simplement de générer des constructeurs. On va générer un constructeur sans paramètres d'abord, puis on va générer un autre constructeur, cette fois-ci avec tous les paramètres. OK? Et là maintenant, on peut choisir de lui demander de nous générer en fait les getters et setters. OK? On lui dit écoute, je veux tout, sans exception. C'est facile. Pas beaucoup d'efforts. Ouais. Tout le monde est content. Le problème, il y a toujours un problème. Le problème, c'est la maintenance. C'est-à-dire le jour où on enlève un de ces champs, où on ajoute un champ, on est obligé de venir ajouter aussi un getter, un setter. Ouais. Et également modifier le constructeur. D'accord? Donc, ça nous fait perdre un peu de temps. C'est pour cela, on va ajouter une librairie qui s'appelle Lombok pour simplifier les getters, les setters, les constructeurs. Ça va générer ça pour nous automatiquement. Donc, ça va alléger le code. Mais on commence par quoi exactement? D'abord, il faut ajouter en fait la dépendance dans le fichier form.xml. Nous allons arriver dans la section Dependencies. C'est ici qu'on va ajouter Lombok. D'accord. Nous devons aller sur le site Maven Repository.
et faire une petite recherche de Lombok et on va choisir en fait la version qui correspond le mieux à notre projet. Donc, ici, on choisit la version 1.18.38 et on la dépose ici, la version. Bien. Après avoir fait ça, Lombok sera téléchargé dans notre projet et on pourra utiliser les annotations de Lombok au lieu d'utiliser tout ce code ici. Après avoir fait ça, nous pourrons utiliser les annotations de Lombok. On peut commencer par utiliser les annotations comme no args construct. Voilà. Ça va nous générer un constructeur sans argument. All args construct. Avec argument. Voilà. Avec tous les arguments. Les setters. Les getters. Bien. Là, pourquoi il y a ces vagues d'après toi? Parce que dans notre classe, on avait déjà généré des constructeurs et des getters. On va les virer, tout simplement. D'accord. Si on enlève un attribut, on n'a pas besoin de se soucier des getters, des setters, des constructeurs. On fait que l'enlever l'attribut. On ajoute un attribut. On ne se pose pas la question, est-ce qu'on a ajouté les getters, est-ce qu'on n'a pas ajouté? C'est Lombok qui s'en charge. OK? D'accord. Ici, c'est Lombok qui s'en charge. Alors, ce qu'on va faire, nous allons dans le fichier, dans le dossier target pour voir un petit peu ce que ça donne. On va décompiler en fait la classe restaurant. D'accord. On a target, entities, restaurant.class. Il y a VS Code qui va décompiler ça de manière automatique pour nous. Donc, on va pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. OK. Est-ce qu'il y a signe de Lombok? Non. Par contre, si tu arrives ici, tu vois qu'il y a quand même un constructeur qui a été généré avec la notation generated. On a aussi tous nos setters qui ont été générés ici avec la notation generated. Ça prouve vraiment que ça a été généré. C'est pas nous qui avons craché ce code. OK? Donc, quand on retourne ici, on voit que notre classe, elle est propre. Maintenant, nous allons regarder pour l'autre table, restaurant ticket. Okay. Mais on voit que restaurant ticket a une colonne priority. Moi, ce que je conseille, c'est de créer en fait un enum pour pouvoir stocker en fait les valeurs de priorité. D'accord. Java enum, on va nommer ça client priority. On va y ajouter quelques valeurs. Voilà. On y ajoute 5 valeurs, d'accord? MVP, VIP, Loyal, Family, Normal. Là maintenant, on est prêt pour créer notre entité qu'on nommera pas Restaurant Ticket, mais Ticket Entity. D'office, on ajoute la notation, comme on fait d'habitude. Hein? Oui. C'est bon. Name. Pour éviter de faire des erreurs, il vaut mieux copier-coller. Bien. OK? D'accord. On va pas perdre du temps. On va juste expliquer les colonnes qu'on voit pour la première fois. On doit commencer par l'attribut qu'on définit comme type enum. C'est un attribut justement qui est de type string en base de données. C'est une chaîne de caractères. Mais on sait à l'avance et qu'on a une liste de chaînes de caractères, par exemple en VIP, et Family, tout ça. Donc, on définit tout ça à l'avance. Après, dans Identifier, donc on a vu que on avait mis Unique dans Restaurant Entity. Nous avions mis Unique, true, et ici, on l'a pas mis. Pourquoi? Parce que, certes, on a besoin d'un identifiant unique pour les tickets, mais c'est un identifiant. Cet identifiant est lié au restaurant. Donc, l'unicité va se former avec l'identifiant que tu vois ici, plus le restaurant ID. On va devoir l'ajouter ici. On va l'ajouter au niveau de la classe, cette unicité. Là, on utilise la notation @unique constraint pour pouvoir dire, écoute, l'unicité se forme à partir de ces deux champs. Restaurant ID, Identifier. Bien. Ok, ça c'est cool. Et puis, quel champ qu'on pourrait expliquer encore? Oui, le champ Restaurant Entity. On avait dit Restaurant ID. On aurait pu mettre Restaurant ID. Ouais. Mais pourquoi Restaurant Entity? En fait, c'est juste pour assurer la relation entre ces deux classes, Restaurant et Ticket.
D'accord. Et là, on dit très bien que là, qu'il y a une jointure via la notation join column. Et on indique sur quel champ, c'est restaurant ID. Et puis, on dit, bon, nullable false. Ce champ-là ne peut pas être nul. D'accord. OK? Et puis, ce qui est le plus intéressant, c'est cette annotation. Many to one. Many to one, ici, indique que un ticket appartient à un restaurant, mais un restaurant peut avoir plusieurs tickets. Many to one. Passons tout de suite à la création de notre entité restaurant table. OK? Donc, l'entité, on ne va pas la nommer restaurant table, puisque le restaurant table, c'est le nom de la table. Nous allons dire que c'est table entity. New Java class, table entity. Ça, c'est cool. Et puis, on va mettre nos annotations et entity. La même chose pour table. Okay. Table. Et là, on indique le nom, name. Je conseille d'aller faire un petit copier-coller pour éviter d'avoir des erreurs. Ça, c'est parfait. Ça, c'est cool. Là, maintenant, il nous faut ajouter les colonnes. Ouais. OK? Pas grand-chose à expliquer. Il faut juste ajouter l'unicité. L'unicité, on a dit que c'était sur les deux champs, restaurant ID et identifier. Oui. OK? Donc, on peut l'ajouter ici. Cool. Bien. Il y a une chose qu'on n'a pas faite dans Ticket Entity. Nous n'avons pas utilisé l'unbox. Ah oui, on l'avait fait ici. Bon, c'est simple, hein, ce qu'on va faire. On va dire, okay, je prends mon petit lombok ici. Je ramène ça dans Ticket Entity. Écoute, lombok, tu peux être là sans problème. C'est parfait. OK. La même chose pour Table Entity. Voilà. Donc, nous avons déjà 3 entités. Tout est correct. Alors, passons tout de suite à la table Restaurant Plate. Nous allons créer une entité pour ça. On a un ensemble de colonnes à ajouter. Donc, si on regarde bien, on a une colonne qui est size. Par défaut, qui est medium. C'est-à-dire, on a plusieurs tailles d'assiettes. OK? Donc, on peut créer un enum pour ça. On n'a pas créé le package. Hein? Donc, il va falloir créer un package. New Java package. Enum. Et c'est à l'intérieur de ce package qu'on va mettre client priority. C'est à l'intérieur de ce package aussi qu'on va implémenter notre enum qu'on nommera plate size. Oui, pourquoi pas. Et on va y ajouter 3 valeurs pour l'instant qui seraient small, medium, large. Ça c'est cool. D'accord, ouais. Et là, ça c'est cool. Et ici, nous allons ajouter nos champs, bien nos attributs. OK? D'accord. Alors oui, je vous ai dit que c'est comme pour Client Priority, nous avons Plate Size qui est un enum. D'accord? D'accord. Donc là, tous ces champs-là, je crois qu'on a déjà expliqué tout ça. Many to one, donc on l'a déjà expliqué. La jointure entre les classes, on a déjà expliqué. D'accord? Là maintenant, on n'a pas encore annoté notre classe avec @entity, @table. Nous allons le faire tout de suite. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons dit que notre table dans la base de données s'appelle Restaurant Plate. Oui. Nous avons aussi dit qu'on a des contraintes d'unicité. Cette contrainte d'unicité est formée par 2 champs ou bien 2 colonnes. C'est Restaurant ID et Identifier. Voilà. Donc ça, c'est cool. Et il nous manque quelque chose. Tu ne peux pas deviner ce qui nous manque. Il nous manque l'unbox. Ah oui. Donc, nous allons devoir récupérer l'unbox. Fait un petit copier-coller, c'est pas récupérer en copie-colle parce que ça nous évite d'écrire tout ça manuellement. Tac.
Et puis, on dit, importe-moi tout ce qui est tout ça. Voilà. Là, nos constructeurs seront générés, nos getters et setters seront générés automatiquement. Tout est bon. Maintenant, créons l'entité menu entity qui correspond à la table restaurant menu. Maintenant, nous allons implémenter une entité pour la table restaurant menu item. Ici, comme vous pouvez le voir, en fait, la contrainte d'unicité se base sur deux champs. C'est menu ID et identifier. C'est pas restaurant ID, hein, d'accord? D'accord. Bon, c'est-à-dire l'item, c'est-à-dire le plat, est unique seulement dans le menu. C'est-à-dire tu peux te retrouver avec ce même identifiant dans un autre menu. Nous allons maintenant implémenter l'entité order entity qui correspond à la table restaurant order. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a la colonne priority qui revient, d'accord, oui, qui indique la priorité du client. Mais aussi, nous avons une autre colonne statut de la commande. Là aussi, on a une énumération à créer, d'accord. Donc, nous allons créer une énumération pour ça avant de créer en fait l'entité. En cours, en attente, en cours, prêt, servi, annulé et commande complétée. D'accord? D'accord. Ça, c'est parfait. Et c'est ce qu'on va utiliser quand on aura créé en fait l'entité order entity. Créons l'entité order entity. Alors, comme vous pouvez le voir, dans restaurant order dish, on a une clé primaire composée. Et c'est pareil pour restaurant order table. D'accord? D'accord. Ce que nous allons faire, nous allons implémenter des entités correspondant à cette table. On aura order dish entity et order table entity. Ok? Commençons par créer ces entités. New Java class order dish entity. Bien. Nous allons ajouter tous les attributs nécessaires. Par contre, comment on fait la clé composée? Donc pour ce faire, déjà, nous allons créer un package ici qu'on pourrait nommer composite ou compound, comme on veut. Là, on va implémenter une classe. Ce sera order dish ID. Order dish ID. Cette classe sera annotée avec embeddable. D'accord? Oui. Donc, du coup, à l'intérieur de cette classe, nous allons tout simplement indiquer les colonnes. Ce sera private, integer, order ID, c'est ça. D'accord? Et l'autre, ce sera private, integer, menu, item, ID. Donc, on doit indiquer le nom de la colonne. Colonne name, c'est order ID. Et ici, c'est quoi? C'est colonne name, c'est menu item ID. Donc là, c'est menu item ID. D'accord, c'est parfait. Et ici, on pourra carrément utiliser notre clé composée. D'accord? D'accord. Donc, ce sera private order dish ID. Et on doit annoter ce champ avec la notation embedded ID. Bien. Et on va faire exactement la même chose pour order table. On crée une classe order table et on va créer une clé primaire pour cette table. D'accord? D'accord. C'est une clé primaire composée. Alors nous allons faire new Java class order table ID. Bien. Et ce n'est qu'à l'intérieur de order table ID qu'on pourra écrire les deux champs qui composent cette clé primaire. Voilà.
Donc, nous n'allons pas perdre trop de temps. On va l'ajouter comme ça ici, tranquillement. Et dire que cette classe, c'est bien embeddable. Voilà. La chose qu'on n'a pas faite, c'est qu'on n'a pas utilisé Lombok. On va le faire. Lombok va beaucoup nous aider à générer les constructeurs, les setters, les getters, les hashcodes, la méthode toString dont on aura besoin ici. On va faire exactement ici, exactement la même chose ici. D'accord, ça c'est parfait. Et puis dans order table entity, nous allons utiliser notre ami clé composite. Ce sera private order table ID avec la notation embedded ID, embedded ID. Parfait. Et on va ajouter le reste des champs. Et là, on n'a pas fini parce que il nous faut tout le temps, à chaque fois, ajouter Lombok. Faut pas qu'on oublie tout ça. Ok, c'était dans order table. Voilà. Et puis, voilà, on importe. Et après, c'était dans order dish. Entity. Et là, on va dire table name. Table name. On va copier-coller le nom pour éviter les erreurs. Oh, pourquoi j'ai pas fait ça comme ça? All imports. Là, c'est parfait. Du coup, nous allons trouver le nom pour aller order dish ici. Donc, on met le nom ici. Maintenant qu'on a implémenté toutes nos entités, nous allons tout simplement les inspecter pour voir s'il n'y a pas d'éventuelles erreurs. Commençons par la première. On a bien utilisé nos Lombok, donc pas de souci. Restaurant menu, c'est son nom. On a c'est menu entity, hein, donc on a bien l'unicité, donc ça va. Et bon, partout ici, je trouve que c'est bon. On va regarder dans menu item entity. Quand on regarde ici, ah, on n'a pas utilisé Lombok. Ok, donc ce qu'on va faire, on va dire ok, pas de problème, j'avais oublié ça. CTRL-C et puis on pose ici. Tac, tac, tac. Tout est bon. Là c'est bon. Okay. Et on va passer à order dish entity. On voit qu'on a bien utilisé Lombok. Et tout est bon. Ok, pas de problème. On va passer à order entity. Order entity, on voit qu'on est bon. Non, pas bon parce que là, on n'a pas utilisé Lombok. Parfait. Bien. L'unicité est respectée ici. Pas de problème. Tout va bien. Ok. On va regarder pour order table entity. Ok. Respecté. Split entity. Ah, on a un long ici. C'est integer. Ok. On a bien les getters et setters respectés. L'unicité respectée. Tout va bien. On aura ici. On regarde ici. On a tout. Tout va bien ici. Table entity. Tout va bien. Ticket entity. Tout va bien. Maintenant, si on regarde de plus près notre schéma de base de données, on pourrait s'apercevoir que Restaurant ID se trouve dans pas mal de tables. Nous allons essayer d'implémenter tout ça dans l'entité Restaurant Entity. On doit réfléchir comme ça. Un restaurant peut avoir 0 ou n tables. C'est-à-dire, il y a une liste de tables. Donc, nous allons créer un set de tables. Set, on va l'importer de Java utile. Et puis, table entity. Cascade. Java. Voilà. Donc, on vient de dire que un restaurant peut avoir une liste ou bien un set de tables, un ensemble de tables. On vient de voir qu'il y a un ensemble de tables. Il y a aussi un ensemble d'assiettes. Il y a aussi un ensemble d'assiettes. On va faire exactement la même chose pour les assiettes. On va dire
que c'est plate entity. Forcément. Bien. Il y a aussi un ensemble de tickets. On va faire la même chose. Ticket entity. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les commandes. On va dire qu'il y a un ensemble de commandes. Il y a un ensemble de commandes. C'est order entity. Orders. Voilà. Et on doit s'assurer dans chacune de ces classes qu'on a bien la référence à restaurant. Ok? Donc ça c'est fait, on le sait déjà, on l'a fait. Alors, nous avons fini avec la table restaurant, mais on sait aussi dans menu entity, on peut se retrouver avec une liste d'items. C'est normal. Donc, on va faire exactement la même chose ici. Bon, je vais juste un petit copier-coller. Voilà. Et on met ça dans menu entity. Au lieu de restaurant, ça va être menu. D'accord? Ouais. Et on n'a pas dit, ouais, c'est menu item. C'est menu item entity. Voilà. Et par contre, là, on va pas faire du lazy. On va carrément faire du eager. Parce que si je récupère un menu, c'est pas pour regarder le menu sans rien. Ouais. Donc, on peut se permettre en fait de charger la liste. Et c'est pas table, on va dire de préférence c'est items. On va jeter un œil dans la classe menu item entity pour voir si ça s'appelle bien menu. Ok, menu item entity, on a bien, mais menu, ça c'est cool. Maintenant, il y a la classe order entity qui peut avoir aussi un ensemble de order dish ou bien order table. Maintenant, nous devons aller regarder dans order entity. Voilà, quand tu passes une commande, dans la commande, il y a une liste de plats commandés. Ce sont des order dish, d'accord? Donc, on va dire il y aura un set de order dish entity avec one to many. Bien. Tout est Chakata, Lombok, on est content. D'accord. Donc, du coup, on se dit que dans une commande, il y a forcément une liste de plats. Ouais. Pas de problème. Et du coup, comme on a aussi lié les tables à la commande, il y a aussi une liste de tables. Pour une seule commande, il peut y avoir 2 ou 3 tables. Oui. On l'avait dit. Donc, on va faire exactement la même chose. Donc, c'est une liste de order table entity. Et voilà. Là, je pense qu'on est bon pour au niveau de la commande.